Bonjour à toutes, bienvenue à la suite de ces rencontres digitales des entrepreneuses. Merci beaucoup de continuer à nous rejoindre. Donc cet après-midi, nous avons 3 créatrices qui ont été accompagnées par Force Femmes, qui nous donnent la possibilité de partager avec nous leur parcours de création, leur parcours de femmes. Et donc, et pour celles d'entre vous qui éventuellement se posent encore justement la question d'y aller ou de ne pas y aller, l'idée est vraiment de pouvoir échanger avec Stéphanie, Tiffany et Sylvie sur justement ces moments de déclic et ce que cette démarche entrepreneuriale a pu leur apporter. Donc, je vous propose déjà que chacune d'entre vous puisse se présenter. Stéphanie, vous commencez ? Bonjour, donc je suis Stéphanie Leroy-Duc et je suis aujourd'hui architecte d'intérieur. Presque une reconversion puisqu'avant j'étais graphiste. Voilà, donc en fait j'ai déjà été chef d'entreprise pendant 16 ans dans un domaine de graphisme qui s'appelle l'art de papeterie. Et j'ai fermé suite à un déménagement et j'ai tout sur mon statut. Et finalement, après beaucoup de réflexions et d'accompagnement vers Force Femmes notamment, j'ai décidé de recréer une activité en indépendant. Voilà, merci beaucoup. Tiffany ? Oui, bonjour. Je m'appelle Tiffany. Moi, j'ai passé à peu près 20 ans à travailler dans le digital. J'ai commencé en 98, donc là où personne ne connaissait le digital. Donc voilà. Et puis, j'ai travaillé dans des grosses agences. Et au fur et à mesure du temps qui passait et de la vie qui passait, j'avais un décalage entre mon besoin de sens, mon besoin de m'exprimer et d'être moi-même. Voilà. Donc, j'ai pris une petite pause pendant 1 an, au bout de 20 ans, et j'ai eu la chance d'avoir une RH super dynamique qui m'a proposé pendant ce temps-là, faire une formation. Et j'ai fait une formation parce que je ne me voyais pas prendre 1 an à rien faire. Ce n'est pas mon genre. Donc, j'ai fait une formation un petit peu, je dirais un petit peu par hasard, mais pas vraiment par hasard. J'ai fait un CAP de maroquinière. Après avoir été manager pendant pas mal d'années, ça m'a fait bizarre de retourner à l'école et de me retrouver en CAP dans un lycée avec des horaires de lycée, etc. Et là, j'ai eu un déclic énorme. Et en fait, j'ai compris que c'était quelque chose qui était en moi depuis très très longtemps, puisque je faisais beaucoup de DIY, beaucoup de petits bricolages, etc. Et que j'avais à nouveau besoin, au fur et à mesure des années, le besoin de faire travailler ma tête passait de plus en plus en background et que j'avais de plus en plus besoin de travailler avec mes mains et de donner du sens à ce que j'avais envie de faire. Et voilà, donc j'ai créé, alors j'ai fait ce CAP et après il a fallu trouver une idée en lien avec ce CAP. J'avais fait plusieurs stages chez des créatrices et je voyais que c'était très compliqué. Donc en fait, finalement, j'ai eu l'idée d'ouvrir un atelier où je propose aux gens de venir fabriquer eux-mêmes et retrouver ce sens et ce besoin dans un monde de plus en plus dématérialisé de justement retrouver ses mains et retrouver le travail de ses mains. Voilà. Ok, merci. Sylvie ? Bonjour à toutes. Donc moi je suis Sylvie Romanetti. Alors mon métier actuellement, depuis quelques années maintenant, c'est consultante entreprise, en micro-entreprise. Et je me suis spécialisée dans les femmes parce que j'ai envie de travailler qu'avec les femmes et c'est pas nouveau en fait. Moi mon parcours, on va essayer de le faire court parce que c'est pareil, j'ai 48 ans donc on a plusieurs vies. Moi je vois, j'entends, on a toutes plusieurs vies finalement. J'ai pas fait d'études particulières. J'ai fait un CAP d'esthétique il y a fort longtemps. Et c'était mon premier métier. J'ai créé ma première boîte. Alors, je triche un peu parce que moi aussi, j'ai créé ma première boîte il y a très longtemps. J'avais 26 ans.
Mais c'était à une autre époque, c'était en physique, c'était de la prestation de service, c'était avec les femmes déjà. Et voilà, je me suis quand même bien éclatée pendant plus de 10 ans là-dedans. Et quand je suis revenue en France, parce que ça, c'était pas en France, quand je suis revenue en France, j'ai eu envie d'évoluer, faire autrement en fait, faire autre chose, me réinventer un peu. J'avais beaucoup envie de transmettre. Je voulais rentrer dans la formation. Et en fait, il y a eu un choc des cultures. Parce que j'habitais en fait en Nouvelle-Calédonie. Alors c'est français, hein, mais voilà, on est à côté de Sydney, on vit les choses de manière très différente. Et en France, j'ai moi aussi finalement senti, subi presque l'environnement autour de nous. Enfin, moi, je l'ai trouvé extrêmement fort. En tout cas, j'ai ressenti très fort cette difficulté qu'on a de se mettre à son compte. Les choses dans notre culture n'est pas simplifiée, je trouve, n'est pas légère, n'est pas encourageante. Et je l'ai subi, entre guillemets, moi aussi, mentalement, alors que je venais déjà du business. C'est ça qui était vraiment très étonnant. Donc, ça a duré quand même quelques années où j'ai effectivement fait mon trou en tant que salariée. J'étais commerciale, responsable de secteur, mais alors pas du tout épanouie, mais vraiment, vraiment pas épanouie. Et j'ai rencontré Force Femmes au moment où je me suis dit, en fait, il faut que je reparte dans l'entreprise. Donc, je profite pour remercier parce que j'étais dans un moment de vulnérabilité personnelle, hein, finalement, où mes repères étaient perdus. Malgré l'expérience, voilà, je ne savais pas trop comment faire les choses en France, quel marché, avec qui, comment, qui suis-je, enfin voilà, un peu perdu. Et grâce à Force Femmes, sur quelques mois, vite, je suis repartie sur mes rails. Le projet a évolué un petit peu entre-temps, mais c'était déjà à peu près celui-là. Et donc voilà, depuis, je travaille que à distance maintenant, donc je me suis beaucoup adaptée aussi à tout ce qui se passe entre-temps. Donc effectivement, c'est possible. J'ai fait des formations aussi entre-temps. Donc voilà, je pourrais peut-être vous en parler plus après, mais voilà mon parcours grosso modo. C'est l'entreprise finalement, les voyages, le salariat et puis la recréation encore derrière. Pour quelle activité, Sylvie? Du coup, quelle activité aujourd'hui? Je suis consultante entreprise, en micro-entreprise. C'est-à-dire, je me suis spécialisée justement dans les femmes qui passent de salariés à entrepreneurs, avec tout ce que ça implique comme peur, blocage et passion aussi quelquefois. Donc et je l'ai vécu moi-même finalement 2 fois, donc c'est assez intéressant. Hein. Bien sûr. D'accord, merci. Alors, on va commencer par contextualiser, si ça ne vous ennuie pas, un peu justement vos activités, parce que c'est quand même revenu plusieurs fois ces derniers jours. Cette démarche entrepreneuriale, évidemment, elle peut être assez vive dans l'esprit des femmes qui nous suivent, mais le contexte fait que ça a tendance un peu à tout cristalliser. Donc, vous, actuellement, dans le contexte que l'on vit, comment vont vos activités? Comment avez-vous éventuellement pivoté? Qu'est-ce que vous avez mis en place par rapport à ce contexte pour continuer à avancer par rapport à votre démarche entrepreneuriale? Tiffany, par exemple? Moi, c'est une catastrophe parce qu'en fait, je me suis lancée pendant le Covid. Le premier confinement, parce que j'ai eu la bonne idée de signer. Je voulais que ce soit un atelier qui soit le plus convivial possible et où on se retrouve à la fois dans un atelier physique, mais aussi dans un lieu très chaleureux, etc. Donc, j'ai mis longtemps à trouver un lieu dans Paris pour ça et un loyer qui me convenait dans Paris. Donc, et j'ai signé mon bail 3 semaines avant le début du confinement. Donc là, après, j'ai vécu un enfer absolu pendant 5 mois. C'est-à-dire que toutes mes commandes de matériel, etc. Alors, à part le cuir, parce que le cuir, faut pas... il n'y a plus grand-chose qui est fabriqué en France maintenant. Donc, tous mes outils, tous mes rivets, les chaînes, etc., c'est plus fabriqué en France. Donc, j'ai été obligée de me fournir auprès de fournisseurs étrangers. Tout est resté bloqué, perdu, parce que le premier confinement, en fait, a tout bloqué. Et donc, voilà. Et mes travaux dans ma boutique se sont arrêtés au bout de 5 jours, je crois. Voilà. Donc, et là, je me suis retrouvée chez moi, bloquée, à pas pouvoir faire grand-chose parce que j'avais même pas de quoi faire mes protos.
À part du cuir, je ne savais pas faire les poignets, je savais pas faire, j'avais rien. Donc voilà. Et puis le déconfinement s'est terminé et bah, du coup j'ai ouvert, mais avec plusieurs mois de retard, le temps que les travaux se terminent. Et donc j'ai ouvert au mois de juillet, là où à Paris il n'y a plus personne. Sachant qu'en plus, mon business plan de base, il était basé non pas sur des ateliers à destination des Parisiens, mais en fait, il était basé sur des ateliers à destination des étrangers. Ce que je voulais faire, c'est leur montrer, enfin, leur faire avoir une expérience un petit peu différente d'une visite à Paris, en leur proposant de venir fabriquer eux-mêmes, donc made in France et made in by myself, un sac ou un objet de maroquinerie avec des traditions, avec des méthodes traditionnelles françaises, puisqu'en fait, je ne fais que de la couture main, comme chez nos amis qui commencent par un grand H, et du point scellé. Donc, je voulais leur montrer en fait ce que c'est qu'un atelier et comment nous, les artisans français, on continue à perpétrer cette tradition de la couture main et à quel point elle peut être accessible. Et du coup, l'idée, c'était de repartir, de vivre une expérience différente, de faire la queue en bas de la Tour Eiffel et visiter la Tour Eiffel avec plein de gens et de passer 2 heures dans un atelier avec un vrai artisan français. Et du coup, aussi, je rêvais dans ma tête de une chinoise, une new-yorkaise, une française qui discutaient et qui, voilà, et qui échangeaient sur leur culture, sur leurs valeurs, sur plein de choses. Évidemment, j'avais prévu de faire des petits goûters avec du thé mariage, des petits macarons français, enfin vraiment de mettre en lumière tout le côté hospitalier de la France et en valorisant l'artisanat français. Voilà. Bon, alors quand j'ai ouvert en juillet, bah, il n'y avait plus de touristes. Et puis, bah, les Français, ils n'étaient pas là non plus, ils étaient partis en vacances. Donc, en fait, j'ai passé 2 mois dans mon atelier toute seule. J'ai même bradé pour les gens du quartier des ateliers de petites choses simples. Et puis, ça a commencé en septembre, c'était un petit peu compliqué aussi parce que bah, en septembre, on rentre de vacances, on est tous des mamans, toutes des mamans, j'imagine. En plus, moi, je suis une jeune maman, donc il y a tout un tas de choses à mettre en place, les inscriptions, les nounous, les machins, etc. Bon, donc, je n'ai pas vendu beaucoup d'ateliers, mais j'en ai vendu quelques-uns. Et puis, en fait, je me suis inscrite sur une plateforme autre que Airbnb, parce qu'Airbnb, j'étais inscrite, mais j'ai eu zéro vente sur Airbnb, parce qu'il n'y a plus de touristes. Donc, voilà. Donc, je me suis inscrite sur une plateforme qui s'appelle Weekendoo, qui rassemble des artisans qui ouvrent leur atelier à des gens qui veulent avoir cette expérience. Et là, en fait, ça commençait tout juste à démarrer. Alors, j'ai eu un premier stop and go. C'est que, en fait, m'adressant aux Parisiens, je faisais des ateliers plutôt le soir et le week-end. Et donc, on a eu d'abord comment dire, le confinement du soir, là, Couvre-feu. Ouais, voilà. Donc, j'ai dû enlever tous les ateliers du soir et donc me concentrer sur le week-end. Ce qui n'était pas du tout prévu dans mon organisation au départ, puisque je voulais bosser auprès de touristes, donc faire des ateliers en semaine et continuer à avoir ma vie de famille en week-end, peut-être en ayant un atelier en week-end pour les Parisiens, mais ce n'était pas mon objectif. Alors, et là, j'ai dû tout revoir, en fait, et du coup, tout transformer. Et du coup, j'ai plus de vie de famille, puisque en fait, dès que mon fils rentre de l'école, moi, je faisais des ateliers le soir et le week-end. Voilà. Et puis, bah, je viens d'avoir le deuxième stop and go, comme tout le monde. Enfin plutôt stop, pas de go, là, où j'ai commencé à avoir quelques réservations, des bons cadeaux. Et voilà, tout est mort. Je n'ai pas le droit de recevoir du public. J'avais construit un atelier qui pouvait recevoir 8 personnes en même temps.
à cause des conditions sanitaires, en fait, je limite mes ateliers à 5 personnes, ce qui modifie aussi beaucoup mon business plan. Mais de toute façon, comme je n'ai pas de clients, je fais en fait la plupart du temps des ateliers privés. Donc, c'est super hein, pour se lancer. C'est chouette, on a du temps, je peux partager. Je peux discuter, je peux prendre le temps de discuter parce que j'ai que des ateliers presque privés où il y a 1 ou 2 personnes. Mais voilà, là, je ne peux plus rien faire. Ok, merci de ce partage. Stéphanie, vous voulez nous dire, vous, comment vous avez pu vous adapter à cette condition si particulière? Alors moi, ça faisait un petit moment que j'avais ce projet-là en tête. En fait, j'avais même déposé un nom de domaine en 2014. Cette idée d'archi intérieur, ça me tentait depuis longtemps, mais j'avais pas franchi le cap. Et puis, en fait, mon activité d'avant, pour resituer un peu le truc, c'était une activité de graphisme pur. J'avais commencé en faisant des tartares de naissance et de mariage. Principalement, je voulais faire du mariage parce que j'avais l'idée de faire la décoration de mariage. J'avais déjà quand même à la base cette idée de déco et d'archi. Et puis, les faire-part ont beaucoup plu. Et ils ont beaucoup plu aussi à plein de gens qui n'avaient pas de nouvelles à annoncer. Et puis, du coup, on m'a demandé de faire des cartes, juste des cartes postales. Puis après, du coup, c'était aussi des affiches. En fait, petit à petit, j'ai créé une marque qui est devenue une marque de papeterie, en fait, de faire-part et donc de déco. Et qui avait un univers visuel assez fort. C'était très, très coloré, très reconnaissable. C'était il y a 20 ans maintenant. J'avais commencé en 2000. Il n'y avait pas encore toutes ces petites créatrices qu'il y a maintenant. Il n'y avait pas non plus le web. Et j'avais à l'époque un super site, puisque mon mari de l'époque était web designer, un graphiste aussi. Et du coup, ça m'a lancé assez vite et je me suis retrouvée à la tête d'une petite entreprise sans l'avoir vraiment décidé. C'est-à-dire que moi, je voulais travailler après une expérience de salariat dans la publicité, je voulais travailler toute seule et enfin, je voulais maîtriser toute la chaîne. Et puis finalement, je me suis retrouvée à ce que mon entreprise ait grossi malgré moi, à embaucher 2 personnes et avoir une marque très reconnaissable, très identifiable. Et donc, je suis devenue, alors que j'étais graphiste à la base, il paraît qu'on m'entend pas très bien, mais je ne sais pas quoi faire. Vous m'entendez peut-être mieux là. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, en fait, du coup, je me suis retrouvée, alors qu'à la base, j'étais graphiste, je pouvais dessiner plein de sortes de clients. Je me suis retrouvée à dessiner que pour moi-même. Et du coup, je me suis retrouvée dans la position de la personne, de l'actrice, par exemple, à qui on propose toujours le même rôle. C'est-à-dire que j'ai fini par, assez rapidement, en fait, j'ai eu des partenariats avec d'autres marques pour qui j'ai dessiné des tissus, des objets de décoration. Donc, c'est là où le chemin commençait déjà à se tracer. Mais on voulait toujours, cette marque s'appelait Fifi Mandirac, je vais dire ça parce que c'est pas plus simple. Et du coup, on me demandait que du Fifi. Donc voilà, j'avais l'impression d'être un chanteur qui a fait un tube une fois et à qui on me demande de chanter ça tous les soirs. J'en avais un petit peu marre. Là-dessus, crise de la quarantaine, crise de couple, j'envoie tout balader. J'arrive à Marseille. Du coup, je ferme mon atelier, je ferme mon entreprise, puisque mes employés ne pouvaient pas partir avec moi. Et j'arrive à Marseille en me disant, je vais faire que je vais travailler qu'avec des éditeurs. Je vais faire ce que j'avais déjà commencé à faire, je vais faire des livres et je vais dessiner pour d'autres marques. Et là, le problème du chanteur qui chante toujours le même tube, c'était fois 1000. Et c'est au même moment que, en arrivant à Marseille, j'avais d'abord fait un pied-à-terre. C'est un peu confus comment je le raconte, mais tout ça se relie en fait à la fin. Au moment où j'arrive à Marseille, en fait, j'achète un pied-à-terre parce que je continue à faire les allers-retours. On m'entend vraiment pas là. Hein. Je vais essayer de mettre, passer peut-être à Sylvie et je vais chercher un des écouteurs. Je vais essayer de trouver ça. Ok, super. Merci beaucoup, Stéphanie. Ok. Alors, Sylvie, vous, donc, par rapport à votre activité d'accompagnement, voilà, comment vous avez pu pivoter ou vous adapter, en tout cas, dans ce contexte Covid? Alors, moi, quand j'ai décidé, donc j'étais déjà Force Femmes avec le projet de créer une entreprise de conseil.
Donc finalement, en 2019, je me suis formée en fait, et c'est un petit peu pour ça que j'ai pas souffert en fait avec ce qui arrive, c'est que je me suis formée d'abord au digital, enfin voilà, marketing digital, je n'y connaissais rien, faut être honnête. Donc j'ai fait une première formation, puis une deuxième un peu plus précise sur le copyright. Donc c'était déjà 2019, comment faire finalement pour travailler sur les réseaux, parce que moi c'est ça que je voulais faire. C'est comment m'approprier cet outil-là, parce que bon, voilà, c'était assez nouveau pour moi. Et en mars, je terminais en fait depuis déjà un petit moment la formation marketing, la deuxième. Quand le confinement est arrivé, j'avais déjà un positionnement, mais je n'étais pas encore tout à fait claire sur ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai profité, je vais le dire comme ça, c'est assez positif moi en fait ce que j'ai vécu avec le Covid, parce que le confinement en tout cas, j'ai profité du confinement pour me stopper des réseaux, parce que j'y étais depuis plusieurs mois avec du contenu quotidien, c'était quand même assez lourd, je ne savais pas si j'aimais ça, j'aimais pas ça, enfin je voyais bien des retours, hein, mais j'ai eu déjà mes premières clientes, mais voilà, j'étais pas super à l'aise et j'avais peur de cette vague, parce que c'est très dur les réseaux, j'ai plus de télé, je dois avouer, j'ai plus de télé, j'ai plus tout ça, donc je me suis coupée de beaucoup de choses, et du coup là j'ai profité pour dire attends, pop, stop, j'annonce que j'y suis plus, je n'écoute pas ce qui se passe, et puis je vais profiter pour me faire un petit point personnel sur voilà, où j'en suis exactement, affiner un peu les choses finalement. Donc ça a été vraiment comme certains ont pu le vivre, c'est-à-dire je respire, je fais du sport, je m'aère la tête, je revois mon business, je revois ce que j'ai envie de faire, avec qui j'ai vraiment envie de travailler, qu'est-ce que je pourrais apprendre. Et là j'ai compris que ce qu'il me fallait j'avais envie en fait d'avoir une compétence supplémentaire qui était la formation en e-learning, c'est-à-dire pouvoir créer des produits professionnels pour mes clientes à distance, en me disant ça je ne sais pas faire, moi je peux le faire, voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on a une vidéo, on peut enregistrer une vidéo si elle est, voilà, mais je me suis dit voilà, c'est peut-être l'occasion ou jamais en fait de faire quelque chose, de me former. Et j'en ai parlé autour de moi, et j'ai une ancienne collègue en fait qui avait fait cette formation là. Donc, évidemment, à l'époque, c'était très facile de se former, il faut le dire aussi, parce que le confinement, du coup, comme par hasard, voilà, hop, on essaie de mettre les gens en formation à gauche, à droite. Donc, moi, j'ai pu en profiter, tant mieux. Et j'ai fait une formation de formatrice e-learning pendant 3 mois, où j'ai appris justement à être très à l'aise avec tous ces outils-là, avec les sons, les caméras, mais aussi avec tous les logiciels. J'exploite pas encore complètement tout ça, mais en tout cas, ça m'a permis de passer, j'allais dire, le premier confinement. Voilà, j'ai pas trop eu le temps de voir le temps passer. C'était juste après, avant le déconfinement, et ensuite j'ai été prise comme ça pendant 3 mois, donc c'était bien intense. Et puis ce deuxième confinement, enfin cette deuxième phase, finalement pour moi, ça ne change rien en fait. Mon quotidien, il est déjà organisé tout autour de ça. J'ai un écosystème en fait qui fonctionne qu'à distance. Alors, il faut aussi dire une chose, c'est que je suis de ces personnes qui peuvent apprécier d'être seule, puisque j'ai aussi une façon de fonctionner qui est très, on dit, introvertie. L'introversion par rapport à l'extraversion, c'est plutôt une façon de se ressourcer seule. En fait, j'ai moins besoin que d'autres d'être entourée ou de voir du monde, etc. Même si j'adore ça, hein, c'est pas le problème, je suis très sociable. Mais du coup, j'ai moins souffert aussi. J'ai beaucoup moins souffert de ça. Ça peut être important aussi de bien se connaître dans ces moments-là, savoir un peu comment on peut vivre ça. Et j'ai eu cette chance. Donc, en fait, ça n'a rien changé. Et j'allais presque dire, au contraire, ça m'a donné plus encore envie d'aller là-dedans, de trouver des outils supplémentaires, de mieux communiquer. Et puis, j'ai développé entre-temps. Donc là, j'ai de la vente qui est prévue pour novembre, une communauté qui se crée, un groupe que j'ai créé sur Facebook. Enfin, en fait, je continue mon chemin. Et ça m'atteint parce que j'ai de la famille, des amis qui perdent voilà, des gens, et c'est voilà, émotionnellement, personnellement, c'est pas simple, mais professionnellement, ça n'a pas du tout changé ma vie. Donc ça, voilà, pourvu que ça dure. D'accord. Merci. Quelqu'un nous demande le nom de la formation que vous avez suivie. Alors, formatrice e-learning chez Evosim. Ils ont 8 centres en France, il me semble. Il y en a à Rennes, à Paris, à Bordeaux, là où je suis. Il doit en avoir je ne sais où encore en France. C'est très intense, c'est très, très intense, mais c'est très intéressant. Vraiment très, très intéressant. Moi, ça m'a ouvert un petit peu le côté formatrice, quoi. Voilà, ne pas être que consultante, mais pouvoir créer des produits justement en e-learning, c'est-à-dire de la formation à distance uniquement, asynchrone, c'est-à-dire sans être là. De créer des produits qui soient agréables avec l'expérience client sympa, quoi. Donc, des métiers d'avenir, certainement. Donc, je pense qu'on peut y rentrer plus facilement. Voilà, il faut profiter, c'est en ce moment, quoi. Ouais.
Merci beaucoup. Merci, merci. Stéphanie, vous voulez bien reprendre? Est-ce qu'on m'entend mieux? Ah là là, beaucoup mieux. D'accord. Du coup, ouais, je vais être plus précise parce que tout à l'heure, j'ai commencé à me répandre et à parler du parcours en entier. Pour revenir plus précisément sur le confinement et le Covid, en fait, moi, j'ai l'impression que ça m'a porté chance. J'ai vraiment créé l'activité en janvier et quand le confinement a commencé, je me suis dit: «Bon, bah, j'ai peut-être pas choisi mon meilleur moment». Et puis réflexion faite, je me suis dit que, bah, tout le monde allait être enfermé chez soi et que moi, je voulais faire l'archi intérieur et la décoration et que peut-être que les gens allaient se rendre compte qu'en fait, c'était important, en fait, et allaient plus miser dessus. Donc j'ai commencé assez vite à me dire, que je pouvais peut-être me tester à faire des consultations à distance. Donc je l'ai fait, voilà, d'abord par des proches de proches, ça commençait à fonctionner, en fait, quand j'ai créé la structure en janvier, c'est que je commençais à avoir quelques clients. Mais le confinement, en fait, indirectement, m'a porté chance. D'abord parce que ce qui est rigolo, c'est que le nom que j'avais déposé en 2014 pour ma société et je ne pouvais pas le savoir, c'était mars-avril. Et c'est les 2 mois du confinement, voilà. Donc du coup, maintenant, j'entends souvent parler de mars-avril. L'autre jour, quand il y a eu le discours de Macron, mes enfants m'ont dit: «On parle de toi». Non, non, c'était juste mars-avril, les 2 mois. Voilà, et puis j'ai une amie qui est photographe, beaucoup de mariages et d'archi intérieur. Donc forcément, plus de mariage. Elle s'est dit: «Je vais me concentrer sur l'archi intérieur» et elle a posté, sur un site assez grand public qui s'appelle Ooze. Elle a posté des photos d'un appartement que j'avais fait, et du coup, j'ai été repérée par une journaliste qui m'a appelée pour faire un reportage sur cet appartement. Alors au début, elle m'a dit, «C'est super, ça va vous lancer». Moi, j'ai cru qu'elle avait quelque chose à me vendre, donc j'ai quand même répondu à son interview. On a passé longtemps au téléphone. Elle a fait un super article et quand l'article est sorti, je crois que c'était 2 jours après le déconfinement et j'ai eu très vite des contacts. Donc je me suis dit: «C'est chouette, c'est le petit truc qui manquait pour que je sois sûre de l'endroit où je vais, quoi». Parce que ça commençait, mais c'était encore, enfin, il manquait ce petit déclic, quoi. Et puis, donc déjà, j'étais assez confiante et puis quelques jours plus tard, ils ont lancé une newsletter et ils avaient mis mon appartement en tête de la newsletter. Et donc là, je me suis retrouvée, je sais pas, on devait être mi-mai, donc vraiment quelques jours après le déconfinement, avec en une journée 1 à 4 recto verso de contacts. Donc voilà, et depuis, ça n'arrête pas, en fait. Donc j'ai eu pas mal de travail cet été. J'en ai encore pas mal. Alors pendant le confinement, ça allait parce que j'étais beaucoup en phase de début de projet, donc ça pouvait beaucoup se faire à distance. Là, pour ce confinement-là, bon, heureusement, je peux partir travailler, donc je peux sortir, mais je commence à voir que ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup moins de enfin les pour se fournir, en fait, c'est compliqué de s'approvisionner. Donc tout ce qui est construction, ça va, mais quand j'arrive en phase de décoration, trouver des luminaires, choisir des matériaux sans que les clients puissent les toucher. Enfin voilà, ça va pas être simple, mais je m'estime quand même assez préservée par tout ça, donc je vais pas me plaindre. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, déjà, vraiment, avec vos témoignages, on se rend compte effectivement que le choix de l'activité est totalement différent, enfin, impacté de manière différente, évidemment, en fonction de ce qu'on fait. Tout ce qui est lié à l'artisanat est beaucoup plus compliqué. Tout ce qui est lié au service, l'est moins, en ce moment, en tout cas. Euh, Ensuite, ce que je voulais voir avec vous, c'était aussi justement dans cette notion de parcours. Donc, vous avez évoqué ce qui pouvait être difficile ou moins difficile, mais par rapport à ce que vous avez pu connaître en tant que salarié, cette démarche entrepreneuriale, euh, à nouveau, on peut parler de ce qui est difficile ou pas, mais ce qu'elle vous apporte dans votre quotidien, si c'est une organisation du temps différente, si c'est un sentiment de liberté plus fort. Voilà, en fonction des unes et des autres, savoir justement qu'est-ce qui, dans votre quotidien, en étant passé d'un statut de salarié ou de demandeuse d'emploi à celui de chef d'entreprise, ce que ça vous apporte. Stéphanie, peut-être, tant qu'on est avec vous. Oui, alors, bah, moi, c'est simple, j'ai été salariée que 3 ans. J'ai 48 ans et j'ai été salariée que 3 ans dans 3 boîtes différentes et à peine je signais un CDI, j'avais qu'une envie, c'était de partir. Donc je savais que j'étais pas faite pour le salariat. Donc je crois que je me suis créé mon propre métier, mon propre travail pour ne pas avoir à être salariée. Du coup, ce que ça a changé, enfin, bah, je suis plus heureuse maintenant. J'ai au début gagné moins, c'est sûr. Je travaillais dans une grande agence de publicité sur les Champs-Élysées. Je gagnais très bien ma vie, mais je pleurais tous les soirs en rentrant. Je gagne beaucoup moins, enfin je gagnais On a beaucoup moins bossé en tout pour la cas. même alors. C'est vrai, c'est possible.
Je suis partie en 98, moi. Plus tard. Voilà, voilà. Mais j'étais pas heureuse, quoi. Et je suis beaucoup plus depuis faire. C'est pour ça que j'ai quitté aussi, c'est ce que la publicité, c'était particulier. Je voulais pouvoir maîtriser tout du début à la fin et en publicité, c'est jamais possible. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé par faire des cartes et des faire-part. Ça restait petit, je pouvais créer ça, l'imprimer moi-même, tout contrôler jusqu'au packaging, aller démarcher moi-même les boutiques. Enfin, j'aimais bien cette idée de maîtriser toute la chaîne. Ça me changeait vraiment de la période où j'avais été salariée. Ce que ça a changé en termes de vie quotidienne, pas grand-chose. Je pense qu'il faut surtout apprendre à s'arrêter. Le problème, c'est que, bah, quand on fait un métier qui nous passionne, moi franchement le soir, je préfère souvent me remettre à travailler que de regarder un film ou bouquiner, en fait. Donc je me raisonne, mais c'est vrai que ça peut facilement empiéter. Mais je sais que si j'avais pas le choix, si mon activité marchait pas et que j'étais obligée de reprendre un travail alimentaire, je ferais quand même ce que je fais pour le plaisir, donc j'en souffre pas du tout. Voilà. Ok, merci beaucoup. Tiffany? Moi, c'est tout le contraire en fait. Même si je changeais de boîte assez régulièrement parce que j'avais du mal à tenir en place aussi. Mais en fait, j'ai passé 20 ans en tant que salariée et j'ai terminé dans des très gros groupes. Ou alors, quand on avait un besoin informatique, hop, on appelait le service informatique. On avait un besoin juridique, hop, on appelait le service juridique. Et voilà, donc je m'étais un peu habituée à ça. Et, hum, et, du, et du coup, c'est vrai que ça fait bizarre du jour au lendemain de se dire, ah bah non, il n'y a plus de hop. Voilà. Alors après, j'ai une chance énorme d'être super entourée par des gens qui croient en mon projet et ça me fait un bien fou et qui m'aident. Mais effectivement, ça change toute ma vie. Et effectivement, j'ai l'impression, moi, de plus avoir. Alors, c'est vrai que quand je bossais dans le digital, j'avais déjà cette tendance à bosser beaucoup. J'ai aussi 48 ans, mais par contre, j'avais pas d'enfant. J'ai eu un enfant très tard. Je l'ai eu après 40 ans. Donc, du coup, je bossais beaucoup et je rentrais tard. Mais là, j'ai l'impression que c'est encore pire parce que je veux dire, même sous la douche, je pense à ma boîte, quoi. J'ai des nouvelles idées tout le temps. J'ai l'impression que mon mari, même s'il me suit et c'est mon premier fan, enfin, c'est mon premier, celui qui m'encourage le plus, je fais attention à ce que à ce que ça devienne pas un sujet sans arrêt à la maison. Même mon fils, enfin, j'ai un petit garçon de 7 ans et c'est pareil. La boîte de maman, il connaît par cœur. Il vient, il teste les objets, il est dans les vidéos. Enfin, vraiment, c'est devenu un énorme projet familial. Si vous regardez les vidéos qu'il y a sur mon site, c'est toute ma famille. Enfin, voilà, j'ai cette chance-là d'être hyper entourée, mais du coup, j'ai vraiment l'impression de ne vivre que pour ça. Et alors, pour l'instant, c'est compliqué parce que il y a des moments où c'est génial parce que évidemment, je fais ce que je fais ce que j'ai envie de faire et quand je fais un atelier à un enfant et que je lui apprends à coudre à la main et qu'il s'en va avec son petit objet qu'il a fait lui-même, je vois la fierté dans ses yeux. Je me dis mais voilà, je sais, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ou même une dame qui part avec son sac à main et qui se dit c'est pas possible, c'est moi qui l'ai fait. Je sais que c'est pour ça que j'ai choisi ce métier et que voilà. Mais effectivement, quand des choses extérieures, on parle de la différence entre l'angoisse et le stress. L'angoisse, c'est ce qu'on porte en nous, le stress, c'est ce qui vient de l'extérieur. Et moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que quoi que je fasse, toujours, de toute façon, à un moment, il y a un truc qui vient de l'extérieur et qui m'empêche de le faire. Et ça, c'est une grande frustration. Et de devoir se réinventer, vous êtes adorable, je vois les messages qui passent là sur le côté. Vous avez plein d'idées pour m'aider à avancer et à réinventer, mais j'ai l'impression que je fais que ça depuis 5 mois, quoi. Enfin pas depuis 5 mois, je sais pas, depuis le mois de février dernier.
j'ai l'impression que je me réinvente. Parce que voilà, j'ai fait des ateliers enfants au départ parce que je n'avais pas prévu ça. Je vends des bons cadeaux alors que je n'avais pas prévu de faire des bons cadeaux au départ. Je me dirige vers d'autres cibles. Voilà. J'ai commencé les comités d'entreprise, j'ai commencé aussi du team building, etc. Enfin, voilà, j'ai un lieu sympa enfin, l'atelier est bien placé dans Paris. Et donc, j'ai proposé du coup à des amies qui sont créatrices et qui n'ont pas d'espace de venir poser leur création chez moi et de leur proposer un espace de visibilité physique. Voilà, enfin, mais voilà, je fais que ça depuis 5 mois et à chaque fois, je me dis, tiens, bon, ça y est, là, je me réinvente, j'ai trouvé le truc et poum, un nouveau truc. Et c'est ce manque de perspective. Enfin, je suis incapable de refaire mon business plan alors que je l'ai fait en 2 secondes parce que j'en avais fait plein avant. Et je me dis, mais alors là, je crois que j'ai fait le tour du sujet. À chaque fois, je crois que je ne saurais pas trouver encore une nouvelle idée. Et bon, je vais voir. Là, je vais me concentrer sur les bons cadeaux pour Noël, par exemple. J'avais fait une campagne de crowdfunding aussi sur Ulule au départ, parce qu'il me fallait un peu de fonds. J'avais plus de fonds, j'avais plus de trésorerie. Donc voilà, j'ai des propriétaires qui n'en ont rien à faire du tout de ce qui se passe, donc je ne peux pas négocier avec eux. Donc voilà, donc c'est à la fois une vie trépidante parce que c'est génial, c'est à moi, c'est mon bébé et j'y crois et je vois que les gens y croient. Mais en même temps, il y a des moments, j'ai juste envie de… par contre, contrairement à Stéphanie, moi, il y a des moments, j'ai envie de me mettre dans mon canapé et de binge-watcher une série pendant 2 heures et d'arrêter de switch, d'arrêter mon cerveau 5 minutes et voilà quoi. Mais sinon, c'est une superbe aventure. Et le fait d'être accompagnée par Force Femmes, c'est vachement bien aussi parce que je discute avec une interlocutrice. Alors, on ne se voit plus parce que, évidemment, en physique, c'est compliqué. Mais on s'appelle. Et c'est vrai que c'est sympa parce que elle m'apporte une vision. Moi, je suis née dans le guidon. Donc, il y a des moments où je perds le lien avec la réalité. Et du coup, le fait d'être accompagnée par elle, on discute très librement. Et des fois, elle me donne des idées, mais toutes bêtes. Je me dis, mais j'ai passé 20 ans dans la com et j'ai pas pensé à faire un truc tout bête. Et c'est ça aussi qui est bien de cette association, c'est que voilà, des fois, on est tellement le nez dans notre sujet qu'on oublie. Moi, j'avais même pas mis mon numéro de téléphone sur ma porte. Enfin, c'est idiot parce que je suis tellement digitale que du coup, voilà, pour moi, c'était. J'ai un QR code où on peut scanner pour aller directement sur mon site, mais j'ai pas mis mon numéro de téléphone, par exemple. C'est idiot. D'accord, merci. Alors, tout le monde demande le nom de votre marque, le nom de votre compte Instagram, où est votre atelier. Donc, allez-y, c'est le moment là. Alors, mon atelier, il est dans le 10e. Il est à… excusez-moi, je dois brancher, j'ai plus de batterie. Il est à 3 minutes de République il est 20 rue Lucien Sampay. Et ça s'appelle l'atelier, tout court, l'atelier. Et le site web, c'est www.l'atelierparis.fr. Voilà. Mais vraiment, merci de vos encouragements. C'est dingue de voir la bienveillance qui règne dans ce réseau. Et ça, c'est vrai, ça aussi, c'est quelque chose qui est important aussi pour nous tous en ce moment. Je pense que mes collègues seraient d'accord avec moi. Merci beaucoup. Sylvie, vous voulez nous partager, vous, ce que ça vous a changé dans votre organisation quotidienne, le fait de devenir chef d'entreprise? Alors, ouais, d'abord, je suis un peu comme Tiffany, c'est hyper touchant de voir
moi j'appelle ça la sororité là. C'est toutes ces femmes qui se serrent les coudes là, c'est super kiffant. Donc déjà c'est chouette de vivre ça. Alors qu'est-ce que ça a changé? Moi je dirais que je parlerais de souffrance dans le monde salarié en fait. Quand j'étais salariée, c'était vraiment de la souffrance sans que je m'en rende compte. Je me suis beaucoup remise en question quand j'ai pris ces postes salariés là pendant 7 ans. Donc, j'ai insisté, j'ai persévéré quand même. Hein, et pendant longtemps, j'ai cru que c'était à moi, puisque j'avais été gérante pendant longtemps, vous voyez, de switcher, de devoir faire des efforts, de rentrer dans les moules. Donc, j'ai vraiment essayé, j'ai donné beaucoup d'énergie là-dedans. J'en ris maintenant, mais ça a été vraiment une souffrance physique, morale, psychique même. Et je rejoins, je crois que c'est Stéphanie qui disait tout à l'heure, à chaque fois que je suis rentrée dans une boîte, j'avais qu'une envie, c'est de partir. J'ai fait le bilan au bout de ces 6 ans et quelque chose. J'ai regardé le nombre de CDI que j'avais eu, où j'ai eu un CDD, mais j'ai eu que des CDI. On m'a proposé, j'ai eu cette chance, mais bon, voilà, je suis bosseuse, donc je comprends, mais en même temps, je me suis barrée à chaque fois, si je peux me permettre de le dire comme ça, parce qu'en fait, j'étais tellement mal, quoi. Et j'ai souvent cru longtemps, et c'est très très mauvais pour son ego, ça, parce que, enfin, l'ego, celui qui est bien placé, quoi, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai? C'est quand même pas normal que j'arrive pas à rentrer comme ça dans les cases à ce point-là. Donc j'ai beaucoup souffert. Et à partir du moment où je me suis dit, en fait, tu te trompes, tu as cru que tu pouvais suivre finalement ce Graal. J'avais un environnement familial qui était vachement porté là-dessus, qui ne m'avait pas vue, en plus en tant que gérante d'entreprise, puisque j'étais à l'autre bout du monde. Donc, je veux dire, il y avait un décalage entre ce que j'ai vécu, l'entourage, c'est très important, les gens qui vous entourent, les conseils qu'on peut avoir, ça peut changer complètement notre dynamique, notre façon de voir les choses. Et moi, j'ai suivi ce marché français, c'est la famille qui me disait, mais si, tu vas être cadre, et tout ça, tu verras, tu vas être bien. Et en fait, j'arrivais pas. Donc, pourquoi je suis repartie sur l'entrepreneuriat en fait, à partir du moment où je me suis réautorisée à me dire, mais en fait, c'est ça ton truc. C'est en fait que ça nourrit mes valeurs. Ça nourrit profondément mes valeurs. Et la liberté d'abord, ça c'est absolument essentiel pour moi. Donc, et la liberté finalement des femmes aussi, des autres. Donc c'est pour ça aussi, donc c'est à double sens chez moi, c'est la mienne et celle des personnes que j'accompagne. C'est la créativité, c'est l'indépendance financière, c'est le kiff aussi, quoi. C'est pouvoir, pouvoir aussi créer l'évolution, je dirais aussi, évoluer, se donner des challenges. Et la sororité, ça fait partie aussi de mes valeurs fortes, quoi. Donc, en fait, c'est ça que ça nourrit. Et c'est pour ça que je me sens tellement mieux maintenant, en fait, que c'est tellement joyeux, même dans les moments plus compliqués. C'est vrai qu'on a des vagues de problèmes. Hein. Moi, j'ai eu des problèmes avec l'URSSAF. Moi, j'ai pas eu de problème avec le Covid pour l'instant, mais j'en ai eu d'autres aussi. Et on en a constamment, en fait. Et c'est vrai que il faut toujours s'accrocher à cette passion qu'on a. C'est un tel bonheur, en fait, de pouvoir réaliser ce qu'on aime. Moi, je suis sûre que Tiffany, elle a une vision qui est superbe. Hein. Ton projet, il est superbe aussi. On a tellement envie que ça marche, quoi. C'est vrai que c'est clair. On se dit, mais putain, confinement, quoi. Excusez-moi, je parle assez... voilà. Mais voilà, quand ces projets-là, on a une telle force en nous, en fait. On a tellement de beaux projets. Moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'on le fasse, que je le fasse, que vous le fassiez, parce qu'on amène quelque chose au monde. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est ça aussi, c'est que finalement, on apporte notre propre pièce, notre propre vision des choses, quoi. C'est super. Mais c'est pas simple, pas toujours simple, ça c'est vrai. Voilà. C'est certain. Et merci vraiment à nouveau c'était vraiment notre démarche, nous, par ces témoignages de créatrices, d'apporter à celles qui nous suivent une vision réaliste et réelle de ce que vous vivez, de ce que ça vous apporte de positif et des difficultés contextualisées en ce moment en plus, voilà, plus. Donc, merci de le faire comme ça, librement et avec générosité. J'ai vu une question passer. Stéphanie, on nous demandait ce qui vous avait poussé à changer de secteur, à passer du graphisme à l'architecture d'intérieur. Ouais, bon truc. Déjà, je pense que c'est pas tout à fait deux métiers différents. Je pense qu'on se rend pas compte. Mais moi, j'ai fait une école d'art qui était en 5 ans. Et les 2 premières années, c'était un tronc commun, en fait, pour tout le monde. Ceux qui allaient devenir graphistes et ceux qui allaient devenir architectes d'intérieur. Donc, l'architecture, c'est toujours un truc qui m'a intéressée. Moi, à l'époque, je ne m'étais pas orientée vers ça parce que je pensais que j'aimais pas les chantiers.
Bon, l'avenir va prouver le contraire, mais voilà, il fallait bien faire un choix. Et comme ça m'intéressait quand même, j'avais quand même toujours des appartes dont je prenais soin, que j'avais décorés, dans lesquels j'avais fait des travaux. Et ces appartements, en fait, au fil des déménagements, m'ont servi aussi d'outil de communication. En fait, vous savez, c'est les appartements qu'on voit dans les magazines et tout ça. Et moi, j'acceptais en disant je veux bien, mais pas en tant que Stéphanie. Moi, je veux en tant que Fifi Mandirac. Et du coup, ça devenait un outil de communication, en fait. Donc j'ai toujours fait ça, mais je faisais pour moi. Mais petit à petit, l'idée que j'étais capable de le faire a germé dans la tête d'autres gens. Et c'était naturel, en fait. C'est plutôt moi, en fait, qui me faisait un blocage vers ça et qui me disait: «J'ai un diplôme de graphiste, pardon, et pas d'archi intérieur, donc je ne peux pas être archi intérieur». Et il a vraiment fallu qu'on aille me chercher par la peau du dos pour que je me sente légitime. C'est-à-dire que, donc j'ai eu beaucoup de chantiers perso, après j'ai eu des chantiers d'amis, puis des chantiers d'amis d'amis. Et vraiment le premier qui était donc en 2016 qui m'a donné une légitimité, c'est suite à parce que mon appartement de Marseille, celui qui a fait l'objet du reportage dans Ooze, quand je montais encore à Paris, je le mettais en Airbnb quand j'y étais pas et j'ai des locataires qui ont flashé sur l'appartement, que je connaissais pas, je les avais même pas vus d'ailleurs, c'est pas moi qui leur avais ouvert, et qui à la fin du week-end m'ont dit: «Voilà, on vient d'acheter un grand appartement à Cassis. On a adoré le vôtre, on trouve que c'est super. On a tout regardé, les livres, on a fouillé dans les tiroirs, on a tout aimé et on voudrait que vous vous occupiez de notre appartement, mais c'est un peu spécial, on voudrait la surprise. On voudrait que voilà, on vous donne les clés, on vous donne le budget et nous, on revient en 6 mois passer nos vacances dans un appartement, vous aurez tout choisi, y compris la théière, les serviettes de toilette dans les placards, tout». Alors moi, évidemment, j'ai sauté de joie. Eux, ils ont sauté de joie aussi quand j'ai accepté. Je pense qu'ils ne se rendaient pas compte du cadeau qu'ils me faisaient, quoi. Et ça s'est super bien passé. Ça a été un super projet enfin voilà, je suis restée en contact avec les clients qui sont super et qui à leur tour m'ont recommandé. Et puis moi, ça m'a donné, une légitimité qui me manquait. C'est-à-dire que je me disais: «Bon, j'ai réussi à faire un truc quand même assez énorme». Il y a pas beaucoup de pros finalement à qui on confie les clés comme ça, en faisant confiance sur absolument tout. Et moi, on me l'a fait et j'y suis arrivée. Et je me suis dit que si j'étais capable de faire ça, j'étais donc capable de faire, des plus petits chantiers. Enfin voilà, moi, ça a décoincé quelque chose, chose que j'avais à la base, je pense que plein de gens l'ont, particulièrement les femmes, mais un complexe de l'imposteur où je me disais: «Moi, j'ai pas le diplôme, donc je peux pas le faire». Et je me rendais compte que, bah, en fait, j'avais les compétences pour le faire. Enfin, j'avais l'expérience, j'avais déjà fait une quinzaine de chantiers, comme j'étais passionnée, je me documentais beaucoup. Enfin voilà, il y avait pas de raison que je puisse pas, que je puisse pas me lancer. Mais à la base, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une formation de graphiste, architecte intérieur. Pour moi, c'est pas tellement différent. Donc, c'était pas une totale reconversion malgré les apparences. D'accord. Et vous pouvez nous redonner les noms de vos 2 entreprises parce que Fifi Mandirac existe toujours? Alors, Fifi Mandirac n'existe plus en tant que société. C'est-à-dire que maintenant, je suis plus qu'auteure. Donc, je fais encore des livres, j'ai encore une présence sur les réseaux sociaux, j'ai encore une boutique en ligne, mais je ne j'ai plus une société, j'ai plus d'employés. C'est vraiment en tant qu'auteur. J'ai un statut d'artiste-auteur et donc c'est Fifi Mandirac. Le site, c'est fifimandirac.com. Et mars-avril, en revanche, alors pour moi, je suis en micro-entreprise. Je me pose la question de changement de statut parce que là, je commence à avoir un gros client et je pose la question au comptable, mais je pense que la micro-entreprise, ça ne va pas le faire longtemps. Voilà. Et donc, le mars-avril, c'est mars-avril.com pour le site. Et sur Instagram, je crois que c'est mars.avril. OK, merci beaucoup. Et j'avais encore une question, aussi bien pour Tiffany que pour Sylvie, puisque vous avez évoqué toutes les deux que vous avez repris des formations. Donc, Tiffany dans la maroquinerie et Sylvie sur les outils d'e-learning, pardon. Ça Oui. ne me revenait pas, les outils d'e-learning. Et donc, c'est parfois une démarche un peu difficile quand on s'entretient avec les femmes justement qui souhaitent créer ou qui hésitent à créer, qui se représentent la reprise d'une formation comme du recul de leur projet ou comme voilà, qui remet en question même ce qu'elles ont pu avoir précédemment comme compétences. Vous, qu'est-ce qui vous a
là aussi, en termes de déclic, à quel moment vous vous êtes dit, en fait, pour pouvoir atteindre ce but-là, il faut que je refasse une formation? Tiffany? Moi, c'était une évidence. Et à toi. J'étais manager dans la communication. La formation, pour moi, ça a été comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai pas voulu faire une formation pour devenir maroquinière. En fait, j'ai voulu faire une formation pour prendre du temps pour moi, pour me demander si j'avais envie de continuer à faire le métier que j'étais en train de faire actuellement. Et il s'est avéré que, en fait, dans mon premier atelier, je m'en rappelle encore, le premier atelier que j'ai fait où on est resté 8 heures debout à toucher, à comprendre le cuir, etc. C'est là où j'ai eu un espèce d'énorme déclic en me disant mais c'est ça quoi, c'est ça que je veux faire. Mais après, c'est après où ça a mis un bout de temps à mûrir en me disant bon, d'accord, c'est ça que tu veux faire, mais comment tu peux le faire? Mais de toute façon, je ne pouvais pas faire ce métier-là pour moi sans avoir cette formation. C'est un minimum de base. Enfin, c'est des techniques, c'est un métier, hein, comme tous les métiers, ça s'apprend. Même s'il y a des tutos sur Internet, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut apprendre en CAP. Hein. Bien sûr, oui, c'est vrai. Dans votre cas, c'était une étape indispensable pour pouvoir le faire. Ouais. Mais c'est la formation qui m'a donné envie, en fait, de changer de monde. C'est pas, j'avais un doute, mais c'est parce que j'ai fait cette formation que j'ai changé de monde et que j'ai changé de positionnement. Et c'est pas comme Sylvie par exemple où j'ai fait une formation pour changer de positionnement. C'est pour ça que je voulais appeler ma boîte Serendipity parce que c'est un peu par hasard parce que j'aurais pu choisir fleuriste aussi comme formation, j'en sais rien. Non, je ne crois pas que j'aurais choisi fleuriste, mais j'avais déjà une appétence et j'avais déjà le cuir pour moi, c'était quelque chose qui me fascinait déjà depuis très longtemps. Mais maroquinière, je savais très bien qu'un CAP de maroquinière, ça ne pouvait que me conduire vers un poste derrière une machine toute la journée dans une usine, quoi. Je savais très bien ça quand j'ai commencé. Donc, et je savais très bien que je ne pourrais pas passer du monde d'où je venais avant à passer ma journée chez Chanel à appliquer du cuir toute la journée, quoi. Donc, voilà, c'est un truc à l'envers, en fait. J'ai fait un truc à l'envers. Voilà. J'ai mis 2 ans, hein. J'ai fait ma formation en 2017 et j'ai ouvert là. Donc j'ai mis 2 ans avant que cette formation puisse devenir quelque chose, un projet qui correspondait à la fois à ce que j'avais envie de faire, à ce qui était au fond de moi et à ce que je voulais faire tous les jours. Oui, merci. Merci de le poser dans le temps aussi, effectivement, et qu'on prenne conscience que ce n'est pas non plus en 6 mois que tout se joue parfois et que ça prend du temps, effectivement. Et c'est pareil, cette réflexion de changer de vie et de métier, moi, elle est apparue, je crois, à la naissance de mon fils, ou quand on vit en agence digitale en plus, dans des grands groupes, on passe son temps à bosser, etc. Et puis moi, d'un coup, bizarrement, j'avais plus envie de rester jusqu'à 22 heures le soir au bureau et à faire des charrettes, comme on dit chez nous, le week-end, pour répondre à des appels d'offres truqués, de toute façon. Donc, bizarrement, j'avais plus envie de ça. Et c'est pareil. Ça a mis 7 ans parce que j'étais tellement persuadée que je savais faire rien d'autre que ça, que je me suis dit, bah oui, d'accord, tu vas changer d'agence, mais ça sera la même chose dans une autre. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Je suis passée d'une grosse à une autre grosse. Et c'était exactement pareil. Mais du coup, oui, on est tellement persuadé qu'on ne sait rien faire d'autre et qu'on ne saura rien faire d'autre. En plus, il y a toujours, on traîne, nous, les femmes, toujours ce fameux syndrome de l'imposteur, etc., dont on entend parler. Moi, j'ai une autre expérience aussi qui m'a été très, très utile, c'est d'être accompagnée par un coach.
une femme que j'ai rencontrée et qui m'a été conseillée toujours par ma RH, géniale, dans mon dernier groupe. Et c'est elle qui m'a donné, qui a fait que je me suis donné l'autorisation de me dire que je pouvais, malgré le parcours que j'avais eu avant, que je pouvais m'autoriser à devenir chef d'entreprise. Parce que j'avais un vrai problème avec ça, c'est-à-dire que pour moi, j'étais pas capable. Enfin, chef d'entreprise, c'était quelque chose de très compliqué. Et elle a mis une petite graine dans ma tête et c'est grâce à elle aussi que je me suis donné l'autorisation de faire ça. Ok, merci beaucoup. Sylvie, oui, vous, effectivement, votre démarche de formation, elle était un peu différente parce qu'elle venait en complément de ce que vous faisiez précédemment. Alors, la première formation que j'ai achetée, c'était pour me renseigner finalement sur qu'est-ce que ça voulait dire créer une entreprise sur Internet. Ça, c'est la première, c'est un investissement pour moi finalement, ça. Plus qu'une formation, d'ailleurs, c'est un investissement. En disant, bon, je vais au moins me renseigner, je vais mettre un peu de sous là-dedans et essayer de comprendre ce que ça veut dire aujourd'hui. Ensuite, j'ai payé un marketeur, en fait. J'ai investi, encore une fois, dans une formation courte sur des techniques vraiment de marketing pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. En fait, dès que j'avais un peu de sous, j'ai réinvesti. Donc, moi, je dirais que la formation, c'est de l'investissement sur soi, quoi. Donc, c'est se faire confiance, finalement, nous. Donc, si on met des sous sur une formatrice ou un coach, elle a raison, Tiffany. Enfin, moi, je ne m'appelle pas coach parce que je n'ai pas une formation de coach professionnel, mais finalement, c'est ce qu'on fait. On travaille beaucoup sur la motivation, la posture de l'entrepreneuriat, etc. Mais ça, c'est un bon investissement, quoi. Donc, la formation ou l'accompagnement, enfin, pour moi, il est nécessaire tout le temps, en fait. Ça peut être en amont, ça peut être pendant, et ça peut être encore pendant, et encore pendant, et encore pendant. Enfin, je pense que là, j'ai repris un accompagnement d'une coach aussi pour mon lancement en janvier. Enfin, dès que je peux, je le fais parce qu'en fait, j'ai l'impression de me le donner à moi, quoi. J'apprends tellement, ça avance plus vite, je débloque des choses rapidement. Enfin, moi, j'aime bien, hein, c'est un truc qui me fait kiffer, mais voilà, c'est pour soi. En fait, ça reste, en fait. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, cette formation-là, on l'a eue, ces connaissances-là, on les garde. Donc, c'est pour son propre CV, finalement. C'est pour soi-même qu'on le fait. Donc, je le ferai tout le temps. Sous plein de formes différentes, peut-être, mais je le ferai tout le temps, je pense. Moi, après, il faut que je me méfie parce qu'avec ce fameux syndrome de l'imposteur, j'ai toujours l'impression qu'en fait, je ne sais rien faire et qu'il faudrait que j'apprenne à tout faire. Et donc, j'arrête pas de voir des formations et je me dis, ah ben oui, mais oui, voilà, je devrais faire ça. Alors bon, les formations sur le digital, ça va, j'arrive à me dire que non, j'en ai pas trop besoin, ça devrait pouvoir aller. Mais par exemple, là, l'autre jour, mon dernier truc, c'était, j'ai vu une formation sur comment mieux vendre. Et moi, j'ai jamais été une vendeuse, j'ai jamais su vendre, j'ai jamais été commerciale, j'étais directrice de prod. Et donc, je me dis, voilà, en fait, je sais pas me vendre. Et donc, il faudrait que je fasse une formation pour mieux vendre et mieux. Moi, je suis obligée de faire attention parce que sinon, je ferai des formations tout le temps, quoi. Tellement, je trouve que c'est enrichissant, c'est vrai. Mais parfois, on a des choses en nous qu'il faut juste aller chercher, quoi. Oui, oui. D'accord, merci. Et j'aimerais aborder encore un autre point. Hier, on a eu un webinaire sur le financement que vous avez été nombreuses à suivre, qui est vraiment un point nodal dans sa démarche de création généralement. Et on a eu l'avis des professionnels, des réseaux d'accompagnement, des réseaux de financement, du banquier, etc. Et moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis par rapport à cette démarche au moment où on se dit qu'on doit faire un prévisionnel, etc. Comment on franchit ces étapes? Est-ce que vous avez été accompagné sur ces points-là? Est-ce que vous les avez remisés à plus tard en vous disant je me lance et on verra plus tard? Voilà, quelle approche vous avez eue par rapport à cette question toujours sensible du financement et de la compta? Qui veut commencer? Qui vous voulez? Stéphanie? Alors moi, j'avais quand même mon expérience passée, en fait, où j'avais créé une entreprise qui a fini par prendre de l'ampleur, mais sans que je l'ai décidé.
Donc, je n'avais pas fait de business plan du tout et j'ai toujours fonctionné comme une petite ménagère qui dépensait l'argent qu'elle avait gagné. Donc, c'est aussi ce qui m'a limitée à un moment, c'est qu'il aurait fallu que je passe le cran du dessus, que j'investisse, que j'aille voir des banques, que je trouve un partenaire. Enfin, voilà. Et sauf que moi, je n'avais pas du tout cette formation-là. Je ne savais pas où les chercher. J'étais aussi trop occupée à l'époque à faire mon métier, à créer pour avoir le temps de m'en occuper. Et du coup, quand j'ai voulu créer une nouvelle activité, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je fasse la même erreur. Donc, je suis allée faire un business plan accompagné par un organisme qui s'appelle, c'était BGE, qui m'avait été conseillé par Force Femmes, il me semble bien. Voilà, donc c'était plutôt intéressant, mais en fait, je ne m'en suis pas servie finalement. C'est que je devais rentrer dans des cases, des tas de chiffres. En même temps, j'en savais rien du tout. Pour moi, c'était que du j'espère, ou je ne savais pas sur quoi me baser en fait. J'arrêtais pas de dire ça dépend, donc j'avais l'impression de remplir un peu au pif les trucs et voilà. Donc à la fin, je suis arrivée avec un tableau qui était équilibré, qui prouvait que ça pouvait marcher, mais je pense que ça pouvait surtout convaincre les banquiers. Moi, ça m'a pas convaincue du tout. Et en fait, surtout, c'est parce que j'avais pas besoin d'argent en fait. C'est que j'avais déjà tout ce qu'il me fallait. Moi, mon investissement, c'était un ordinateur que j'avais déjà par mon activité d'avant. C'était un site que j'étais capable de faire moi-même, une identité visuelle que j'étais capable de faire moi-même, des photos que je pouvais avoir grâce à mes connaissances, parce que j'ai beaucoup d'amis photographes. En fait, je n'avais pas besoin d'investir. Donc, j'ai pas eu besoin d'aller chercher. Je ne suis pas le bon exemple, en fait. Je pense que peut-être que dans quelques années, je dirais que j'ai fait la même erreur que j'avais fait la première fois. Mais oui, j'ai un business plan cette fois-ci. À quoi il me sert? Je ne sais pas trop. Il faudrait que j'aille voir de temps en temps et me dire est-ce que ça correspond à ce que j'avais prévu? Parce qu'il date de… je crois que j'ai terminé en décembre 2019. Donc, je pense que dans un an, je pourrais regarder si ça s'est passé comme prévu. Mais il y avait des tas de choses qui n'étaient pas prévues. Le confinement, ce n'était pas prévu. L'article que j'ai eu dans Ouz n'était pas prévu. Je pense qu'en fait, au final, ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais mis dans le tableau et qui aurait pu rassurer un banquier. Donc, moi, je suis pas trop, parce que les chiffres, c'est pas ma partie non plus, hein, mais je préfère convaincre avec ma motivation, en prouvant ce que je sais faire, plutôt qu'avec des tableaux qu'en fait, je suis pas pro pour ça, quoi. Je sais pas si c'est un conseil à suivre, mais voilà, ça, c'est mon vécu. Mais du moment que ça marche, c'est forcément un conseil. Sylvie, vous, l'appréhension des chiffres, vous l'aviez ou ça peut être Alors, ma première boîte, il y a fort longtemps, j'avais fait un prêt. Donc, j'avais dû aller négocier auprès de banquiers, donc faire le fameux prévisionnel sur 2-3 ans. Enfin, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, mais ça me paraissait fou aussi parce que c'est vraiment le sens du vent. Et d'ailleurs, les banquiers à l'époque, il y en a un qui m'a dit non parce que c'était le banquier de la personne à qui je rachetais l'institut. C'était quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, effectivement, il me dit non, vous allez perdre 80% de la clientèle. Je fais ah bon, et pareil, là aussi, il fait comment quoi? C'est le sens du vent, il fait frais, il fait chaud, c'est pas. Le deuxième, c'était pas trop, il m'avait demandé trop de garanties, j'avais dit non. Finalement, c'est une autre banque qui ne connaissait ni Neve ni d'Adam et qui m'a dit oui tout de suite et qui m'a tenu, qui a été super pendant 10 ans. Donc, oui, je ne sais pas c'est ce qu'a voulu dire Stéphanie, mais c'est pareil, c'est des choses pour moi qui n'ont pas toujours de sens. Je me sers aujourd'hui d'un business plan. Alors d'abord, je n'ai pas eu besoin d'investir, moi non plus, parce que moi, c'est pareil, j'ai besoin d'un ordinateur, d'une webcam, je n'ai pas d'investissement majeur à faire. Pour l'instant, j'ai un petit fonds de roulement de logiciels et de choses comme ça, enfin des fonds de roulement, de trésorerie à dépenser chaque mois pour ça, mais c'est tout. Je n'ai pas d'investissement particulier. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui, moi, le business plan, je m'en sers plus pour me donner pour muscler un peu mes ambitions, en fait. Ça me sert plus à me dire, bon, si tu veux ça, voilà, c'est logiquement, voilà ce que tu étais censé faire comme chiffre d'affaires. Ça muscle mon ambition plus qu'autre chose. C'est comme ça que je m'en sers, en fait, aujourd'hui, puisque j'ai à le donner à personne d'autre qu'à moi-même. Donc, pareil, je le regarde de temps en temps et effectivement, on peut avoir de très belles surprises. Voilà, on verra. Moi, j'ai un gros lancement en début d'année, donc on verra si effectivement je cartonne plus que prévu. Mais je sais que j'ai déjà prévu des choses qui me semblent, moi, ambitieuses. Mais voilà, c'est le but. Moi, c'est ça qui me pousse, en fait. C'est un peu ça qui me pousse. Voilà. Ok, merci beaucoup. On nous demande aussi le nom et le statut de votre entreprise et comment on peut vous retrouver justement sur les réseaux sociaux ou si vous avez un site. Alors moi, c'est Sylvie Romanetti sur Facebook. Moi, je travaille beaucoup sur Facebook, quasiment exclusivement. Alors j'ai un site, tout ça, mais j'y vais assez peu. Donc c'est vraiment sur Facebook. J'ai un groupe qui s'appelle Act
Acte like a Boss. Donc ça, c'est le nom de ma formation. Donc agis comme une pro. Et j'ai un groupe qui s'appelle la sororité, justement, Acte like a Boss, la sororité. Donc pour me trouver, c'est l'idéal, c'est là. Sinon, j'ai Instagram aussi, sur lequel je suis pas trop. Enfin voilà, je n'ai pas envie de me disperser. Donc on me trouve un peu partout, mais je suis très active sur Facebook. Donc c'est ou Sylvie Romanetti ou le nom de la formation Acte like a Boss. Voilà. Et Tiffany, donc la question pour vous, effectivement, du business plan était peut-être différente parce qu'à nouveau, quand on se lance dans une démarche de commerce et d'artisanat, évidemment que les fonds initiaux sont à une autre échelle. Ça a été compliqué? Moi, c'est exactement le contraire de mes deux collègues. C'est que comme il fallait que j'ai un fonds de commerce, donc il fallait que je trouve un local. Et trouver un local, ça veut dire un bail, une cession de bail ou un achat de droit au bail, un achat de fonds ou voilà. Donc et puis il y a toujours ce manque de confiance en moi qui fait que, de toute façon, même pour moi, il fallait que je vérifie que je pouvais dégager de quoi vivre de mon activité. Donc, moi, c'est vrai dans mes précédents jobs, on m'a poussé à faire des business plans et j'ai toujours eu cette impression de doigt mouillé. Et j'ai parfois rendu des business plans au doigt mouillé pour monter des services ou des nouvelles activités dans les boîtes où j'étais. Mais là, justement, cette fois-ci, justement, tout était évident. C'est-à-dire, je me suis posé des hypothèses de base. Voilà, je suis toute seule au départ. Je pourrais faire un atelier par jour parce qu'un atelier, ça demande beaucoup d'énergie, etc. Donc voilà, je propose un atelier par jour à 8 personnes maximum. Et puis, j'ai fait un tableau Excel tout bête et j'ai tiré des semaines pendant 3 ans comme ça, en me disant, de toute façon, le premier mois, j'aurai 0 client, donc je mettais 0, puis après, j'en aurai peut-être 1, et puis après 2, etc. Et ça m'a pris un temps un peu dingue, mais en même temps, ça m'a fait réfléchir. Après, je me suis dit, tiens, sur Noël, je risque d'avoir un peu plus de monde, donc je peux me permettre de mettre un peu plus de monde dans les ateliers, même au début, etc. Et puis à la fin, ça fait 3 ans que j'existe, donc je suis connue, donc mes ateliers, ils sont pleins et j'en ai un par jour, et puis voilà. Et ça fait combien à la fin? Et là, je voyais le chiffre et je me disais, ça veut dire que ça peut marcher en fait. Et que je pourrais peut-être même me dégager un salaire. Donc, ça m'a aussi rassurée de faire cette démarche-là. Je ne l'ai pas fait seule, parce que, alors ça, c'est la partie théorique que moi, je savais faire en tant qu'ancienne directrice de prod. Mais après, tous les aspects compta, gestion, machin, tout ça, moi, comme je disais, j'avais un service qui s'occupait de ça. Je ne sais même pas ce qu'il faisait. À la fin, il me disait juste oui, c'est bon, tu es rentable ou pas. Donc, il y a eu toute la partie vraiment, je dirais, gestion pure à mettre dans mon business plan. Moi, j'avais des hypothèses, des produits que je voulais faire, des coûts, des marges brutes. Et puis, le reste, je ne savais pas faire. Je ne savais pas comment on rajoute ou pas de la TVA, comment on charge des salaires, etc. Je ne savais pas faire ça. Donc, du coup, j'ai pris une comptable qui est partie de mes hypothèses de base, qui m'a dit c'est excellent vos hypothèses, j'ai de quoi faire. Et puis, elle m'a construit un tableau qui va bien pour les banquiers. Et puis après, j'ai pris mon petit tableau sous le bras et puis j'ai fait le tour des banques. Et alors là, c'était assez drôle parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie non plus. Je n'avais jamais demandé d'argent de ma vie. Donc, heureusement, le premier banquier que j'ai vu, c'était un petit jeune de 20 et quelques années qui était… Et du coup, je me suis sentie à l'aise parce que moi, j'avais du haut de mes 48 ans, je me sentais un peu plus posée. Et puis, j'étais… voilà, donc ça m'a donné confiance en moi. Et il a trouvé l'idée géniale, mais il fallait qu'il demande à 15 personnes au-dessus de lui, etc. Jusqu'à ce que je tombe dans ma banque, mais c'est une banque régionale, très régionalisée. Moi, j'ai des caisses, voilà, et je suis restée là d'où je viens, c'est-à-dire de Bordeaux, Sylvie.
Donc, j'ai encore ma banque à Bordeaux, mais je suis allée dans la filiale Île-de-France et je suis arrivée avec mon petit truc et tout. Et le type, enfin le banquier, il a regardé deux choses. Il a ouvert mon document, il a regardé vaguement le summary, ensuite il a regardé les chiffres, il a tourné comme ça pour regarder les chiffres à la fin, il a regardé mon CV et il m'a dit ok, je finance. Et je dis, mais il n'y a pas de commission, de trucs, etc. Alors, moi, j'avais un fonds de commerce, je ne demandais pas énormément, je demandais 40 000 euros pour l'achat de la cession du droit au bail de la boutique. Après, le reste, je l'apportais en fonds propres. Et donc, j'avais mis mes économies perso pour l'achat du matériel, des meubles et des premières matières premières. Parce que j'ai beaucoup de matières premières, j'ai beaucoup de petites boucles, petites chaînes, petits rivets, etc. Bon, par contre, ça, j'ai explosé mon budget en ça. Hein. Donc, voilà. Pardon, je suis désolée, j'ai un vieux téléphone qui ne marche plus et donc du coup, je ne peux plus le mettre en silencieux. Et il est tout cassé et voilà, et je ne peux plus le mettre en silencieux. Donc, je suis désolée. Voilà. Donc ce banquier m'a dit oui comme ça, en regardant trois trucs. Je lui ai dit, mais vous regardez pas plus? Et il m'a dit, non, mais moi, je peux prendre la décision pour 40 000 euros. Je peux la prendre. Et depuis, par contre, effectivement, depuis le Covid, bah, c'est n'importe quoi. Mon business plan, il est défoncé. Enfin, voilà. Moi, je comptais m'en servir comme une sorte de tableau de bord, en me disant, voilà, j'ai prévu que pendant un mois, je n'ai pas de clients. Et ben, si j'ai 2 clients dans le mois, et ben, déjà, j'aurais gagné par rapport à… C'est pas que je suis pessimiste, mais j'ai toujours pris beaucoup de précautions, même dans mes business plans avant, ce que me reprochaient souvent mes boss d'ailleurs. Mais donc, je me t'ai dit, je me le garde. Et puis, voilà, si j'ai 2 clients au premier mois, alors qu'en fait, j'en ai prévu 0, et ben, ça sera génial. Et voilà, je voulais m'en servir de tableau de bord. Mais là, je sais même pas quoi en faire. Hein. Franchement, je préfère même pas le regarder tellement parce que je crois que j'avais prévu 40 000 euros de chiffre d'affaires. En ouvrant en mai. Donc voilà. Et je crois que j'ai fait même pas 1 000 euros. Donc, je préfère pas le regarder. Ça sert à rien. Il y a rien il y a aucune des hypothèses sur lesquelles j'ai travaillé, à part mes coûts de prod. Mais il n'y a aucune des hypothèses sur lesquelles j'ai travaillé qui est valide. Donc voilà, je l'ai regardé récemment parce que j'ai participé à un concours d'entrepreneurs avec vous, vous étiez partenaire d'ailleurs. Et donc, il a fallu donner des chiffres et ça m'a fait beaucoup de mal de l'ouvrir et de devoir donner des chiffres. Et tout en me disant, mais je donne quoi finalement comme chiffre maintenant? Et voilà, c'était un peu compliqué. Mais là, j'ai laissé tomber, hein, je ne fais plus rien. Je sais pas, à chaque fois que je le recommence, de toute façon, il y a un nouveau truc qui arrive. Donc, je sais pas. Oui, on nous demande d'ailleurs, Tiffany, votre activité, c'est proposer des ateliers parce que certaines personnes demandent si vous vendez vos productions. Alors, Ou figurez-vous qu'au départ, j'avais pas prévu parce que les ateliers devaient me prendre tout mon temps et que je suis toute seule, j'ai pas d'associé. Je suis toute seule, donc les ateliers devaient me prendre tout mon temps. Et en fait, du coup, je me dis que si le confinement continue comme ça, comme je ne fais pas l'atelier, je vais pouvoir produire certaines choses et éventuellement les vendre. Ouais.
Donc, ça fait partie de mes pistes alors, je ne veux pas pivoter parce que je veux continuer à faire ça. Je n'ai aucunement l'intention de pivoter, si je peux. Mais voilà, ça fait partie des différentes pistes que j'ai. Les petits sacs que j'ai derrière, j'ai déjà 2 personnes qui m'ont demandé de leur en fabriquer pour Noël. Donc, je vais faire ça. Mais ça Je vous remercie remplacera jamais 8 personnes dans un atelier tous les jours, de toute façon, quoi qu'il arrive. Je peux pas fabriquer moi toute seule, comme en plus, c'est que à la main, hein, j'ai même pas de machine. Donc, c'est que de la couture main, donc c'est du fait main. Donc, soit je les vends une fortune et du coup, c'est un positionnement et enfin, voilà, on trouve aujourd'hui des gens qui fabriquent des choses à la main absolument magnifiques, en croco, etc. Voilà, mais là, c'est tout le positionnement qui est à revoir. Donc, si je fais des sacs, c'est forcément les modèles que j'ai déjà faits. Enfin, ou que je propose, voilà, et rien que le temps de les faire à la main, de toute façon, j'en ferai jamais ça ne pourra jamais combler mon business plan initial. D'accord. Oui, moi, je voulais ajouter quelque chose pour le business plan. C'est que j'avais mon business plan voilà, bien fait, qui était parfait pour plaire à un banquier si j'avais besoin d'argent. Mais je me pose la question, je me dis, est-ce que les banquiers regardent que ça ou est-ce qu'ils vont regarder, je prends dans mon cas particulier, mon book, mes réalisations. C'est qu'on peut avoir un business plan au top, mais au final, il n'y a que ça qui est au top. Si moi, j'avais eu mon business plan parfait, mais des réalisations toutes pourries, avec des décos pas du tout dans l'air du temps, bah, j'aurais peut-être un banquier qui n'aurait regardé que le business plan qui m'aurait prêté. Et je pense que finalement, c'est plutôt le banquier qui aurait regardé le book sans regarder le business plan qui aurait raison. Donc, ça dépend aussi de ce qu'on a de l'autre côté. Enfin, je pense que c'est valable dans le cas où on a quelque chose à montrer. Moi, c'est vrai que je suis dans un domaine assez visuel, donc c'est facile de montrer. Et je pense que du coup, le business plan est moins important. C'est pour ça que voilà, je me suis permis de dire ça tout à l'heure. Je pense que c'est valable pour mon activité, mais peut-être pas pour autre chose, comme du service. Voilà, je pense qu'il y a la partie ce qu'on peut montrer. Et c'est bien pas que le business plan. Oui, merci de cette précision. Et merci à toutes les trois vraiment de l'honnêteté avec lesquelles vous partagez vos parcours. Donc moi, je vais avoir une dernière question pour vous trois. C'est justement quel est le mot, le conseil, le type, enfin bon, après voilà, on peut l'appeler comme on veut, que vous souhaiteriez partager avec les femmes qui nous suivent aujourd'hui, sachant qu'elles… Donc, ces événements s'adressaient vraiment des femmes qui étaient encore en phase d'hésitation jusqu'à des femmes qui développent leur activité. Donc, après, voilà, ce conseil peut s'adresser à l'un ou l'autre des stades, mais en tout cas, je ne sais pas, Sylvie, si vous aviez quelque chose à partager avec les femmes qui nous suivent. Oh, j'aurais envie tellement de dire de choses. Je vais essayer d'être… Qu'est-ce qui me semblerait important de cela? Moi, je dirais d'abord le kiff, voilà, d'abord le plaisir, d'abord la légèreté. C'est un signe quand même aussi. On peut avoir beaucoup de peur. Mais quand il y a voilà, cette manière qu'on a de… Je crois que c'est Stéphanie qui disait on ne compte pas les heures, on adore ce qu'on fait, etc. C'est quand même un signe qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Là, on parle beaucoup d'alignement aussi, souvent. C'est aligner sur qui on est, nos valeurs et l'action qu'on a au jour au jour, donner du sens à son travail. Moi, je dirais, voilà, ça, c'est quand même un signe dont il faut de temps en temps, vers lequel il faut se tourner pour être sûr qu'on est bien là où on doit être. Ensuite, c'est mes valeurs à moi, mais c'est l'adaptation finalement. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, quoi. C'est l'entrepreneuriat, c'est de l'adaptation permanente. Moi, j'ai un des coachs qui m'a dit, alors ça peut paraître très très négatif comme ça, mais qui m'a dit l'entreprise, c'est, être entrepreneur, c'est tous les jours lutter contre la faillite. Donc, bon, à un moment donné, c'est à l'école, mais quand on commence, c'est tous les jours essayer de lutter contre un truc qui peut s'éteindre tout seul, en fait, si on ne fait pas ce qu'il faut. C'est un petit peu cette notion-là. Alors, elle peut faire peur, je sais, mais ça veut dire que derrière, il faut bien réfléchir à son projet, il faut se donner les moyens d'avancer, et il faut persévérer, ça c'est sûr.
Et je dirais que la troisième chose peut-être que je dirais, c'est vous n'êtes pas seul en fait. Vous n'êtes pas seul et ne restez pas seul. Voilà. Force femme, accompagnement, coach, formation, ce que vous voulez, mais restez pas seul. Donc, si vous sentez que vous êtes toute seule avec votre projet, qu'il soit tout nouveau ou depuis 1 an, faites-vous entourer de personnes qui ont réussi, qui sont plus avancées que vous, qui ont une autre façon de penser, qui vont vous aider voilà, à avancer plus facilement. L'environnement, pour moi, et l'entourage pas toujours proche, hein, d'ailleurs. Ça peut être un entourage qu'on va chercher ailleurs. Il est vraiment, vraiment crucial, particulièrement au départ, je trouve. Voilà, je dirais ça. Merci beaucoup Sylvie. Tiffany? Je ne sais pas quoi dire parce que je vis une expérience tellement hors de ce que j'avais prévu initialement que en fait, il y a des jours où je me dis mais qu'est-ce que je suis allée foutre dans cette galère, mais pourquoi j'ai fait ça, c'est n'importe quoi. Mais en même temps, voilà, qui pouvait prévenir? Enfin, je veux dire, c'est une pandémie internationale. Qui aurait pu dire que j'allais être emmerdée, moi, en créant mon entreprise par une pandémie internationale? J'avais tout prévu, sauf ça. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, en même temps, les rares moments où je l'ai fait, j'ai tellement kiffé où j'ai pu faire mes ateliers, j'ai tellement kiffé que je me dis, bah oui, c'est ça. Du coup, je pense qu'il faut être acharné, passionné. Moi, j'ai l'habitude de dire que j'abandonne jamais sans me battre jusqu'au bout. Donc là, j'en suis, moi, à me demander si je ne vais pas fermer. Tu parles de faillite, c'est lutter tous les jours contre la faillite, mais moi, je suis arrivée au bout de ma trésor. Hein. Donc, je veux dire, j'ai quand même des charges, un loyer, etc. à payer tous les mois. Voilà. Et pour l'instant, il me reste 3 mois de trésor. Donc, tu vois, mon but, c'est de me dire, bon, ben voilà, et possiblement, dans 3 mois, je ne peux plus payer mon loyer, je peux plus rien faire. Donc, je peux abandonner cette aventure dans 3 mois. Mais seulement, je me dis, je peux pas abandonner sans lutter. C'est pas possible. Je n'abandonnerai jamais sans lutter. Donc, je fais tout pour lutter et on ne sait jamais, il peut se passer un truc, j'en sais rien, il peut se passer quelque chose, je peux gagner un concours qui m'amène 1 mois de trésor de plus, je peux, j'en sais rien, peut-être que mes bons cadeaux ça va marcher et puis mes bons cadeaux de Noël ça va marcher, j'en sais rien. En tout cas, j'aurais lutté jusqu'au bout. Donc, il faut être prêt à ça, surtout si on se lance en ce moment. Il faut être prêt à se dire ça. Et moi, j'ai mis un moment, mais je préfère me le dire maintenant et m'habituer tous les jours à me dire qu'il est possible que dans 3 mois, tout ça soit terminé. Mais c'est quelque chose que je préfère me dire au quotidien en me disant, voilà, plutôt que de le prendre dans la tronche d'un coup comme ça, voilà, je me dis, mais en même temps, je ne regretterai rien parce que j'ai appris énormément. J'ai passé un temps fou, je me suis auto-formée à plein de trucs, au juridique, à plein de trucs. Et j'ai passé des moments avec les quelques clientes que j'ai eues qui étaient fabuleux. Et c'était des bons moments. Et je ne regretterai jamais, jamais, jamais d'avoir tenté cette expérience. Merci de ce mot. Stéphanie, un conseil peut-être? Moi, je pense que déjà, il faut imaginer créer une entreprise, c'est un moyen, c'est pas un but en fait. C'est un moyen de réaliser quelque chose qui nous passionne et c'est pas tiens, je voudrais monter une entreprise, quel projet je peux faire. Enfin, je pense que dans ma tête, hein, c'est prendre à l'envers la chose, de se dire je veux créer quelque chose et tiens, qu'est-ce que je pourrais faire. C'est plutôt j'adore faire ça, comment je peux en vivre. Je verrais plutôt la chose dans ce sens-là. Et du coup, comme ça réunit beaucoup de compétences, à un moment donné, se dire, des choses je ne sais pas faire. Moi, je n'ai pas envie de faire la compta. Je pense que je ne serai pas bonne dedans, je vais perdre du temps. Enfin, voilà, se faire entourer par des gens compétents. Ça peut être, moi, dans mon cas, la compta. Ça peut être une identité visuelle par quelqu'un d'autre. Ça peut être du coaching. Ça peut être, voilà, reconnaître aussi des endroits où on n'est pas bon et se faire aider. Et l'autre chose que je voudrais ajouter aussi, c'est qu'il faut parler de son projet tout le temps, en fait, parce que ça aide à le mûrir. Donc, c'est un peu comme quand on va chez un psy, des fois, on pense des trucs tout haut, puis ça finit par rentrer. Mais c'est pareil avec une entreprise. Plus on en parle, plus le projet se dessine.
Et puis, plus on en parle et plus on a de gens qui peuvent nous aider aussi. Ça peut être des opportunités, des futurs clients, des futurs partenaires. Enfin, voilà. C'est le contraire du vœu où on dit si on veut qu'il s'exauce, il ne faut pas en parler. Je pense qu'une entreprise, c'est vraiment le contraire, quoi. Il faut en parler, quitte à saouler les gens, ce n'est pas grave, mais il faut le faire savoir, quoi. C'est déjà Enfin, les premiers clients sont peut-être, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, mais chez le coiffeur, Souvent, voilà, parlez-en, quoi. Ouais. Ça ne sera jamais dans le vide parce que même si la personne en face sera peut-être pas un client et tout ça, ça va vous permettre de le mûrir et de le dessiner. Ouais, j'avais vu un TEDx là-dessus où nous, les Français, quand on a un projet, on est plutôt à se dire non, non, j'en parle pas parce qu'on pourrait me piquer l'idée, etc. Et oui. il faudrait que je retrouve le lien de cette conférence d'un Américain qui disait non, mais personne ne va vous piquer votre idée parce qu'en fait, c'est votre idée d'abord et c'est vous qui êtes compétent pour mettre en place votre idée. Vous avez de toute façon beaucoup plus d'avance sur les autres que sur votre idée parce qu'elle est dans votre tête depuis hyper longtemps. Donc, au contraire, partager, parler, etc. Et moi, j'avais un peu ce côté, puis en plus, je me disais, oh, quand même, j'ai un peu honte d'en parler. Bon, si ça marche pas, on sait jamais, si j'y arrive pas, etc. Et j'ai vu cette conférence et ça a débloqué un truc chez moi et je me suis dit, mais il a complètement raison. Il faut, quand on a un projet comme ça, il faut en parler et j'ai jamais regretté. Et c'est dingue le nombre de gens qui m'ont, dès le début, donné des idées, accompagné. Vous imaginez pas à quel point, finalement, les gens, en fait, ils rêvent de faire ça aussi, eux. Et du coup, s'ils peuvent aider quelqu'un qui fait ça, qui prend moi, on m'a dit 20 fois, tu as le courage de tout lâcher, etc. Je dis, mais c'est pas du courage, je n'ai pas le choix. Je saurais pas faire autrement. Donc, c'est pas du courage. Mais du coup, ils sont prêts à vous aider, ils vous donnent des idées, ils vous donnent un recul, ils vous donnent des contacts, ils vous donnent. C'est hallucinant. Moi, j'ai été hallucinée par ça, en fait, avant même de créer mon projet, en fait. C'est vrai, tu as complètement raison. Une chose aussi que je voudrais peut-être ajouter à ce que vous dites, ça me parle tellement, quoi. C'est aussi de se dire qu'il n'y a pas de concurrence, en fait. La concurrence, c'est un travail dans sa tête à faire. Il y a des personnes qui font comme nous, mais on est, nous, en tant que personnes très différentes, particulièrement dans le service, mais même finalement dans la manière peut-être de fabriquer des objets ou de les vendre. Votre différence dans votre entreprise, ça sera de votre personnalité. Et ça, moi, j'ai plein de personnes qui font la même chose que moi, mais en fait, on ne se ressemble pas. On a des spécialités, on a une façon de s'exprimer différente, on a une façon de travailler différente. Donc, en fait, la concurrence, moi, j'ai toujours eu du mal avec ce mot concurrence. On a un marché dans lequel on arrive. Et plus on est authentique, plus on est soi-même, et plus on est focalisé sur ses objectifs, si on sait où on va et ce qu'on veut, et qu'on y va toujours avec ce plaisir, etc., on fera toujours la différence, en fait. Ça sera la nôtre. Alors, on ne va pas plaire, ou on va plaire, peu importe. Mais réellement, c'est aussi une question de personnalité, quoi. Moi, je disais souvent à mes stagiaires quand j'étais en agence, de toute façon, s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. Donc, déjà, voilà. C'est très bon signe. C'est déjà bon signe. Et puis après, votre différence, ça va être dans l'exécution, en fait, de ce que vous allez faire. Et ça, je l'ai réentendu dans un podcast du créateur de ce site de fleurs absolument super génial, dont je n'ai pas le nom là qui me vient tout de suite, mais qui va me revenir bientôt, qui disait quand il est arrivé sur le marché de la fleur, il y avait déjà Aquarelle, il y avait déjà Interflora, etc., Bergamote. Voilà. Et lui, en fait, ce qui a fait toute sa différence, c'est que même si le marché était très concurrentiel, il a décidé, lui, de travailler sur l'expérience utilisateur. Et que, en fait, quand on reçoit son bouquet de fleurs, on reçoit plus qu'un bouquet de fleurs. Et c'est ce qui a fait toute sa différence. Et en fait, c'est comme ça qu'il s'est différencié, c'est dans l'exécution de son service, en fait, et qui a fait sa différence. Moi, j'ai des concurrentes aussi sur Paris, j'en ai 2, mais en fait, on ne fait pas la même chose du tout, en fait, finalement. On a chacune nos propres façons de faire, et on parle toujours d'une quand j'explique ce que je fais.
On parle toujours souvent de la même, mais en fait, finalement, on ne fait pas du tout la même chose, en fait. Et c'est l'exécution qui fait la différence. Ok. Je vous remercie beaucoup. Stéphanie, vous vouliez ajouter quelque chose? Je suis d'accord avec Tiffany et avec Sylvie, hein, je crois à peu près sur tout. Je pense qu'il ne faut pas se donner de mauvaises excuses pour ne pas se lancer. En fait, il faut un peu… faut y aller, quoi. Quand l'envie, elle est là, faut pas hésiter. En même temps, c'est contradictoire parce qu'il faut laisser mûrir le truc, il faut pas hésiter. Enfin, il faut arrêter de rester dans son coin et de se dire et si, et si. À un moment donné, il faut prendre les choses une par une, dénouer le truc petit à petit en prenant le projet étape par étape, en fait. Mais se dire qu'on est déjà dedans, pas attendre avant de se lancer, considérer qu'on est déjà lancé. Parce qu'en parler, c'est déjà se lancer, se renseigner sur un comptable, c'est déjà se lancer, se demander comment on va appeler ça, c'est se lancer aussi. Enfin, arrêter de voir la montagne à gravir, mais commencer à la gravir marche par marche, en fait, sans se donner d'excuses en disant la montagne est trop grande. Au pire, on arrêtera au milieu si on change d'avis, mais il faut commencer, quoi. Merci. Je propose qu'on se quitte là-dessus sur le fait de faut commencer. C'est une bonne idée pour se séparer. Et à nouveau, merci infiniment à vous trois vraiment pour votre sincérité, votre honnêteté et votre disponibilité. Et à bientôt. Bonne continuation à toutes les trois. Merci à à vous. Marseille, C'était un Paris super et moment. Bordeaux. Merci beaucoup. C'était bien sympa. Merci à vous toutes et surtout merci à tous vos petits messages d'encouragement. Ça fait un bien fou de les lire. J'espère qu'on pourra avoir accès après parce que j'ai pas eu le temps de tout lire, mais très bien. Vous l'enverrez. Super. À bientôt. Merci. Au revoir. À votre succès.